On entend très souvent parler de l'histoire de la conquête spatiale avec comme point de référence l'avènement des missiles V2, et tout ce qui s'en est suivi. Le fait est que l'homme n'a pas inventé la fusée dans les années 40, ni même dans les années 30, et ce n'est pas non plus Goddard ou Tsiolkovsky qui a inventé la propulsion. Attention, j'ai un immense respect pour ces hommes qui, au XXe siècle, ont consacré leur vie à théoriser et concevoir des machines permettant aujourd'hui à l'homme d'aller dans l'espace. Et chacun sait à quel point ces derniers ont marqué la naissance d'une ère qui va aujourd'hui bien au-delà de ce qu'ils espéraient en leur temps. Je m'attarderai plus tard sur la vie de ces hommes et sur leurs œuvres tant ils me fascinent, mais je me suis également dit qu'il était important de parler de ce qu'il y avait avant ces hommes, de savoir où est-ce que ces derniers ont puisé eux-mêmes leur inspiration et leur génie. Pour comprendre cela, laissez-moi vous conter aujourd'hui l'histoire même de la fusée. 3, 2, 1, lift off. Un peu de charbon, un peu de soufre et une poignée de salpêtre. Voilà tout ce qu'il vous faut pour faire de la poudre noire, ou plus communément connue sous le nom de poudre à canon. Même si l'on ne connaît pas la date exacte de sa création, la majorité des historiens s'accordent à dire que la recette de cette poudre fut trouvée par accident en Chine entre le 6e et le 10e siècle. On soulignera quand même qu'au 7e siècle, les Grecs avaient eux aussi en leur possession une mixture similaire mais qui elle était composée de pétrole, de soufre et de résine. Cette composition se faisait appeler le Greek Fire. Et pour en revenir à notre poudre noire, les plus vieilles recettes retrouvées datent du milieu du 11e siècle pour les manuscrits chinois. Ces recettes étaient très probablement connues auparavant, mais aucune trace écrite n'a pour l'instant été retrouvée. Comme vous le savez sûrement, cette fameuse poudre a longtemps été utilisée avant le 20e siècle pour la conception d'armes à feu, de feux d'artifice et surtout de fusées. Et ce sont bien ces dernières qui nous intéressent aujourd'hui, même si on est encore bien loin des lanceurs ou autres missiles que l'on connaît à notre époque. Il faut tout d'abord préciser une chose, même si les ingrédients restent les mêmes, la poudre noire utilisée pour les fusées n'avait pas les mêmes proportions d'ingrédients que celles des armes à feu. Celle pour fusée avait dans sa composition moins de salpêtre et plus de charbon pour garantir un brûlage non explosif, comparé à la poudre pour armes à feu. L'utilisation était bien sûr différente. Dans le cas des armes, le caractère explosif et instantané de la poudre était recherché pour expulser le projectile d'un tube, tandis que pour une fusée, cette poudre devait brûler de façon homogène et non explosive afin de propulser le tube en lui-même. Comme je l'ai dit, les premières fusées étaient bien loin de ce à quoi on pourrait penser aujourd'hui. Ces fusées ressemblaient plus à de gros feux d'artifice, mais étaient surtout utilisées sur le champ de bataille. Les plus anciens écrits sur la poudre noire datent du XIe siècle donc, mais les plus anciens écrits retrouvés à évoquer des fusées à proprement parler datent du XIIe siècle. Mais cela reste encore très vague. Par exemple, il s'agissait dans le cas des manuscrits chinois de flèches enflammées ou encore de lances de feu qui, à défaut d'être autopropulsées comme on pourrait le penser, étaient simplement des lances tenues par les soldats ou de simples flèches auxquelles était attaché un petit compartiment à poudre. Il est possible que dans le cas des flèches, la poudre noire aurait également servi à augmenter la portée de ces dernières, mais rien n'est réellement prouvé. Dans la plupart des cas, ces compartiments dont on parle étaient bien souvent destinés à exploser ou mettre le feu sur le territoire ennemi. En fait, jusqu'au début du XIIIe siècle, aucun écrit n'a concrètement prouvé que ce qui était appelé fusée avant cette date étaient bien des armes autopropulsées et non des projectiles lancés par les soldats. La première utilisation de vraies fusées, et par vrai je sous-entends autopropulsées, semble remonter à la bataille de Kaikeng entre Chinois et Mongols en 1232, au XIIIe siècle donc. Suivant cette bataille, les Mongols développeront eux aussi leur propre fusée de guerre et l'utiliseront notamment en Europe et au Moyen-Orient vers le milieu du XIIIe siècle lors des conquêtes mongoles. C'est à la suite de ces conquêtes que, entre le XIIIe et le XVe siècle, cette technologie sera répandue et connue de tous avec de nombreux manuscrits à l'appui. On pourra souligner par exemple qu'aux alentours de l'année 1300, un homme se faisant appeler Marcus Graecus écrit un manuscrit du nom de Liber Ignum, en latin le livre des feux, dans lequel il décrit plusieurs recettes dont celle de la poudre à canon et même celle du feu grégeois. Parmi les autres recettes écrites, il précise que deux serviraient spécialement pour les fusées autopropulsées. Pour rester dans cette période, c'est toujours au XIVe siècle et plus précisément en 1379 que le mot fusée, ou plus exactement le mot roquette en anglais, sera utilisé pour la première fois, venant directement d'une traduction italienne de roquetta, qui est le diminutif de rocca, signifiant quenouille en italien. As-tu vu, quenouille? Waouh! Vers le milieu du XVe siècle, un forgeron allemand du nom de Gutenberg met au point la presse à imprimer en Europe à partir des savoirs venus d'Asie. Cela permettra la création et la circulation d'écrits sur la construction et l'utilisation des fusées. Le savoir et les connaissances sur le sujet se répandront dans toute l'Europe, et petit à petit, certains auteurs mettront en avant des techniques encore jamais utilisées grâce à leurs écrits. C'est notamment le cas dans l'ouvrage Le Grand Art d'Artillerie, écrit par le Polonais Kazimierz Chemianowicz en 1650. Dans ses écrits, cet expert en armement fournira entre autres la formule permettant de calculer la longueur du bâton de guidage d'une fusée. Il suggéra également l'utilisation d'ailerons pour la stabilité de la fusée,
Mais surtout, il décrira pour la première fois une fusée à 3 étages. Et là, vous êtes peut-être rendu compte que l'on est directement passé du 15e au 17e siècle. Et là, vous vous demandez peut-être si le 16e siècle ne cacherait pas quelque chose de croustillant, une petite histoire sur les fusées qui ferait le lien quand même entre le 15e et le 17e. Eh bien en fait si. Kazimierz Siemianowicz n'était pas le premier à parler de tout ça. Le fait est que ses prédécesseurs sont malheureusement beaucoup moins connus, et on a donc longtemps crédité Siemianowicz comme le premier à avoir évoqué une fusée à étage. Mais c'est justement mon objectif de vous en parler ici. Remontons un petit instant au XVIe siècle, à l'époque d'un ingénieur autrichien du nom de Konrad Haas. Bien que l'on en connaisse très peu de la vie de ce monsieur et que ses travaux aient été découverts il y a à peine 60 ans, on sait que Konrad Haas avait réalisé à l'époque des écrits révolutionnaires en ce temps-là, dans lesquels il sera le premier à évoquer des fusées à plusieurs étages, des ailerons delta, la possibilité d'utiliser des tuyères en forme de cloche, et même différentes variations pour le carburant des fusées, avec notamment l'utilisation de carburant liquide. Non mais attendez, cet homme a vécu entre 1509 et 1576, soit 400 ans avant Goddard. Ce mec était dans le futur. Enfin bon, outre ces réelles idées techniques, je pense malgré tout que la chose la plus importante que vous devriez retenir sur Konrad Haas est que ce dernier ne désirait pas que ses fusées soient utilisées pour la guerre, mais plutôt pour des objectifs pacifiques. Les travaux de Konrad Haas serviront de base à Johann Schmidt-Lapp, un fabricant de feux d'artifice qui, en 1591, sera le premier à construire réellement une fusée à étage en attachant simplement une petite fusée à une plus grosse. Bien, revenons au XVIIe siècle. Malgré cela, il ne faut pas enlever tout le mérite à Kazimierz Siemianowicz. Ses travaux ont en grande permis la standardisation des fusées à cette époque et d'adopter un design plus ou moins optimisé par rapport à ce qui pouvait être fait avant ça. Avec les informations recueillies, on peut facilement imaginer à ce stade ce à quoi ressemblait une fusée au début du XVIIIe siècle. On observe donc en A l'ogive, dans laquelle se trouve la charge explosive, en B est représentée la poudre noire, avec en C le canal de combustion de cette poudre, et enfin en D le bâton de guidage. On ne dirait pas comme ça, mais on commence à se rapprocher petit à petit de ce à quoi ressemblerait un missile mono-étage moderne, même si bon, on ne va pas se mentir, on en est encore très loin. Vers le milieu du XVIIIe siècle, un état se situant au sud de l'Inde actuelle se nommait l'état de Mysore. Ce royaume commença à équiper son armée avec des fusées qui avaient elles leur petit lot de nouveautés pour l'époque. Leurs fusées étaient standardisées, toutes fabriquées en 2 tailles uniquement. La principale nouveauté était qu'au lieu d'utiliser des tubes en bambou ou en carton, et oui en carton, ces derniers avaient fabriqué des fusées dont le corps était en fer. Bon, on est d'accord que ce n'est pas le meilleur matériau car le fer est assez dense. La fusée se retrouve donc être plus lourde, mais il y avait quand même un avantage non négligeable. Le fer étant plus résistant que le bambou ou le carton, cela permettait de créer des fusées plus puissantes, c'est-à-dire avec une pression de fonctionnement dans le moteur plus élevée, sans se soucier de la résistance du corps de la fusée. La poussée des fusées créées par l'état de Mysore était donc plus élevée que la moyenne. Ainsi, le poids de la fusée de fer était largement compensé. Il est dit que leur fusée pouvait alors toucher une cible à environ 2,5 km, ce qui est plutôt énorme pour l'époque. Le sultan de Mysore, Hyder Ali, fit bon usage de son arme secrète pour défendre son état contre l'installation du pouvoir britannique lors des différentes guerres Mysore. Lorsque Hyder Ali se fait tuer à la fin du XVIIIe siècle, son fils Tipu Saïb prendra le relais et mènera la 3e et la 4e guerre Mysore. Mais c'est au cours de cette dernière guerre que Tipu Saïb mourra pendant la bataille, en essayant de repousser l'ennemi désirant pénétrer par une faille dans les murs de la cité, créée accidentellement par une de ses propres fusées. Les Britanniques ressortirent donc victorieux de cette dernière guerre, et cette victoire leur donnera accès à l'arme secrète de Mysore. Ils embarqueront avec eux des centaines de fusées pour le fournir au Royal Arsenal en tant que butin de guerre. Un des contrôleurs du Royal Arsenal en ce temps-là était un dénommé William Congreve. Son fils, tout juste âgé de 27 ans, et qui se nommait également William Congreve, venait d'être diplômé de Cambridge en droit, mais éprouvait une certaine fascination pour les machines et l'ingénierie. Grâce à la position de son père et de ses connaissances, le jeune William quittera son parcours de droit en 1804 pour se lancer dans un projet fou auprès du Royal Arsenal, construire une arme capable de détruire la flotte de Napoléon qui se préparait au même moment à envahir l'Angleterre. C'est à ce moment que le jeune William Congreve décida d'étudier et d'améliorer le butin de guerre tout juste récupéré, les fusées de Mysore. Il appliquera pour cela l'ingénierie inversée. Cela consiste à étudier un objet déjà conçu pour comprendre comment le construire à nouveau et surtout comment il fonctionne. William Congreve va ainsi être à l'origine de 3 révolutions précisément dans la fabrication des fusées. Premièrement, en se basant directement sur les fusées de Mysore, il étudiera l'impact de l'utilisation du métal au lieu du carton ou du bois pour le corps des fusées. Il n'utilisera désormais que ça pour fabriquer ces dernières. Ensuite, il démocratisera un procédé permettant de produire de façon standardisée et homogène la poudre noire avec une machine mécanique qu'il mettra lui-même au point. Enfin, il mettra en place un système de compression de la poudre noire dans les tubes des fusées, en utilisant un simple système de poulie avec un contrepoids permettant ainsi de gagner en quantité de poudre noire dans la fusée. Ainsi, Congreve a non seulement permis la standardisation du procédé de fabrication des fusées, mais a également permis la conception de fusées plus performantes pour sa nation. En 1805, soit moins d'1 an après le début de son projet,
Il mit à disposition de l'armée royale un système d'armes complet composé de fusées de toute taille, de machines appropriées pour les lancer et de différentes têtes explosives pour ces dernières. La première utilisation de ces fusées se fera lors de l'attaque de Boulogne-sur-Mer contre la flotte napoléonienne en 1806. Mais l'exemple le plus célèbre de l'utilisation de ces fusées ne sera pas en Europe. C'est durant la seconde guerre d'indépendance des États-Unis entre 1812 et 1815 que ces fusées marqueront à jamais l'histoire. En 1814, les Anglais attaquent le fort McHenry durant la bataille de Baltimore. Armés de leurs fusées, les Britanniques assaillent le fort de leurs projectiles. Ce dernier résistant malgré tout, les Anglais seront finalement forcés de se retirer de la bataille. Mais l'élément le plus important de l'histoire est qu'au sein de ce conflit, il y avait un homme déterminé à libérer un collègue à lui, fait prisonnier par les Anglais. Cet homme, c'est Sir Francis Scott Key, un avocat et écrivain de l'époque. Lorsque les Anglais furent forcés de se retirer, Key trouva finalement le moyen de faire libérer son collègue. Mais en attendant de pouvoir le libérer, Sir Francis Scott Key avait pris le temps d'écrire un poème du nom de Défense du fort McHenry, puisant directement son inspiration de cette bataille dont il était entièrement témoin lorsqu'il chercha son collègue. Sans le savoir, Sir Francis Scott Key venait d'écrire ce qui deviendra plus tard l'hymne national des États-Unis, The Star Spangled Banner. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que cet hymne, toujours conservé aujourd'hui aux États-Unis, évoque les fameuses fusées de Congreve. The Rocket's Red Glare évoqué ici n'est autre que la lueur des fusées de William Congreve, dont a été témoin Sir Francis Scott Key lors de l'attaque des Anglais et qu'il a retranscrit dans son poème. Suite à ça, la technologie de Congreve fit très vite le tour de l'Europe et trouva sa place dans l'armement de nombreux pays et dans de nombreuses guerres du 19e siècle. Pour parler un peu plus en détail de la fusée en elle-même, eh bien cette dernière n'était pas parfaite. Malgré les nombreux avantages qu'elle apportait par rapport aux fusées d'avant, cette dernière avait quand même quelques défauts, le principal étant le fameux bâton qu'elle se trimballait. Hormis pour ceux qui le savent déjà, je suis certain que vous vous demandez à quoi sert ce foutu bâton. Analysons ça un instant. Nous sommes d'accord que si l'on prend une fusée de l'époque telle que celle-ci sans le bâton, le centre de masse se situe bien vers le milieu de la fusée, tandis que le centre de poussée se situe ici. Maintenant, si l'on ajoute à cette fusée un bâton d'une taille et d'un poids suffisant, le centre de masse se retrouve déplacé à l'arrière du centre de poussée, ce qui a pour effet de stabiliser la fusée sur sa trajectoire. Pour comprendre cela, imaginez simplement le bâton. Si l'on pousse le bâton par le bout arrière, ce dernier avancera mais aura tendance à tanguer, tout simplement car il est très difficile d'avoir la direction de la force passant parfaitement par l'axe de révolution du bâton. En revanche, si l'on tire le bâton par le bout avant et si la force est suffisamment importante, le bâton suivra sans problème la direction de la force exercée. Sur ce même principe, lorsqu'un bâton est attaché à l'arrière de la fusée, la force exercée par la fusée sur le bâton pousse ce dernier à suivre une direction précise, qui lui en retour va forcer le corps de la fusée à suivre la même direction. Vous savez maintenant tout de ce fameux bâton. Les fusées de Congreve n'étaient donc pas parfaites. Mais c'est aux alentours de 1840 qu'un homme, souvent oublié, apportera une solution et éliminera le besoin d'attacher un bâton aux fusées. Cet homme, c'est William Hale. En 1844, cet inventeur britannique déposera le brevet d'une nouvelle forme de fusée basée sur une idée que les lanceurs actuels utilisent encore. Cette idée qu'a eu Hale a été de stabiliser la fusée lors de son vol en utilisant l'effet gyroscopique. En d'autres termes, stabiliser la fusée en la faisant tourner suivant l'axe de la fusée elle-même. Et c'est pour réussir à faire cela que Hale usera de son astuce en modifiant les orifices éjectant les gaz, et en ajoutant 3 pales fixes sur lesquelles les gaz sortant à grande vitesse viendra exercer une pression pour mettre en rotation la fusée. C'est tout simplement du génie. La première utilisation de ces fusées se fit durant la guerre mexico-américaine entre 1846 et 1848. Elle fut également adoptée par l'armée britannique en 1867 seulement, et sera utilisée jusqu'au début des années 1900. Nous y voilà enfin, le XXe siècle. C'est pendant ce siècle que tout va réellement changer et que l'ère moderne du spatial que nous connaissons va naître. Des fusées chinoises du XIIe siècle jusqu'aux fusées de Hale de la fin du XIXe, l'utilisation de ces engins propulsés a toujours plus ou moins été destinée à la guerre. Or, en 1903, un scientifique russe du nom de Konstantin Tsiolkovsky publie un écrit du nom de Exploration of the World Space with Reaction Machines, la première publication scientifique reconnue et importante quant à l'utilisation de fusées non plus pour la guerre mais pour l'espace. Et avant de continuer, je ne sais pas vous, mais moi je me demande à quel moment est-on passé de fusées utilisées pour la guerre pendant plusieurs siècles à soudainement l'étude de fusées pour aller dans l'espace. Et là vous vous dites peut-être qu'il n'y a pas de lien, que Tsiolkovsky est simplement un génie et qu'il s'est simplement réveillé un matin en ayant cette idée. Malheureusement et heureusement non. Enfin si, c'est un génie, mais son intérêt pour l'espace a bien une origine et ça a un rapport avec ceci. Oui, c'est bien le Space Mountain de Disneyland, oui. Bon, maintenant que vous êtes intrigué, laissez-moi vous expliquer. En fait, cette attraction du parc Disneyland Paris est directement inspirée d'une œuvre de Jules Verne intitulée De la Terre à la Lune. Dans ce livre,
Jules Verne raconte l'histoire du président d'un club d'artilleurs qui décide un jour de construire un canon tellement gros qu'il pourrait envoyer plusieurs hommes sur la Lune dans un boulet de canon. Ce canon a pour nom la Columbiad, en référence au canon du même nom inventé en 1811, et le design de l'attraction à Disneyland est directement basé sur ce dernier. Et oui. Cette œuvre de Jules Verne sera publiée en 1865. À cette époque, le jeune Konstantin Tsiolkovsky n'est alors âgé que de 8 ans. 5 ans plus tard, Jules Verne publiera la suite de son livre intitulé Autour de la Lune, qui traite alors de l'histoire des hommes à bord du boulet de canon arrivés au voisinage de la Lune. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Eh bien, c'est précisément là-dedans que se trouve le pont entre l'utilisation des fusées uniquement pour la guerre et l'utilisation des fusées pour l'espace. Ce lien, ou en tout cas en grande partie, c'est la fiction. En effet, Konstantin Tsiolkovsky avouera que l'une de ses plus grandes inspirations quant à l'exploration spatiale fut les œuvres de Jules Verne, et ce dès son plus jeune âge. Avant même de publier ses travaux sur les fusées spatiales, Tsiolkovsky, inspiré par Jules Verne, avait publié d'autres travaux sur l'espace, avec notamment Free Space en 1883, dans lequel il envisage la vie de l'homme dans l'espace et les effets de la microgravité sur le corps humain, ou encore Dreams of Earth and Sky en 1895. Personnellement, je trouve cela fascinant de voir que finalement, l'homme qui est aujourd'hui considéré comme le père de l'astronautique, a puisé une grande partie de son inspiration dans les fictions avec lesquelles il a grandi. De nombreux hommes avant Tsiolkovsky ont rêvé du voyage spatial, certes, mais Tsiolkovsky sera réellement le premier à aborder sérieusement le sujet des engins propulsés pour atteindre l'espace, et ses travaux de 1903 seront la première pierre à l'édifice. Je tiens tout de même à préciser que Jules Verne n'est pas le premier écrivain à évoquer le voyage d'un homme dans l'espace à l'aide d'une fusée. Un certain Savinien de Cyrano de Bergerac, que vous connaissez sûrement, avait par exemple écrit en 1657 une œuvre intitulée Histoire comique des États et Empire de la Lune, dans lequel il évoquera brièvement un voyage vers la Lune à l'aide d'une fusée à plusieurs étages. En 1657, je vous le rappelle. Dans le genre prédiction du futur, le mec était quand même pas mal, on va pas se le cacher. Mais le fait est que Jules Verne fut le premier à aborder le sujet de façon réellement scientifique, bien que sa fiction ne le soit pas totalement. Il posera ouvertement certaines questions scientifiques dans son livre, poussant ainsi son lecteur à réfléchir sérieusement au sujet. On comprend ainsi l'impact qu'a pu avoir de telles œuvres à cette époque. Pendant près de 9 siècles, les hommes ont donc utilisé les fusées pour faire la guerre, et il aura fallu attendre la naissance de certaines fictions de la fin du 19e pour qu'un scientifique rêveur pense à l'utilisation de ces dernières comme un moyen pour atteindre l'espace. Voilà donc comment nous sommes passés des fusées de Congreve et de Hale à la fin du 19e, au balbutiement de la conquête spatiale au début du 20e siècle.